Voici la carte militaire du 1er février 2025 et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un petit historique, une explication parce que suite à mon passage dans l'émission GPTV où j'avais parlé du front de Kursk, eh bien beaucoup d'auditeurs m'ont écrit en me demandant des explications quant au pourquoi de cette création de front par Zelensky à Kursk. Alors bon, je vais refaire un petit historique, ça pourra rafraîchir la mémoire de certains, et d'autres bon, découvriront le pourquoi du comment de la création du front de Kursk par Zelensky. Donc déjà, il a été ouvert le 6 août 2024, c'est parti de la ville de Soumy, et Kursk c'est ici. Alors Kursk c'est l'oblast de Kursk, hein, donc c'est en Russie. Et donc à l'époque, officiellement, je dis bien officiellement, dit par le gouvernement ukrainien, le front de Kursk a été ouvert pour affaiblir le front, vu que les Ukrainiens se débattaient sur le front de l'Est, ils n'y arrivaient pas, eh bien ils ont décidé d'ouvrir un front à Kursk pour obliger les forces russes qui étaient sur le front à aller aider leurs compagnons à Kursk, donc Kursk en Russie. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque déjà le peu de forces russes qui étaient à Kursk se sont très bien battues, mais comme la région à côté de Belgorod a été attaquée à maintes et maintes reprises, ainsi que la région un petit peu plus au nord de Bryansk, eh bien, il y avait beaucoup de forces à Belgorod et déjà un peu de forces à Bryansk, qui ont aidé l'oblast de Kursk. Et en plus, on a, d'après ce que j'ai lu, même si ça reste à confirmer, paraît-il qu'il y aurait eu 20 000 forces tchétchènes qui auraient appuyé Kursk, donc ça a beaucoup aidé, et sans compter toutes les forces qui étaient en Russie, qui se sont jetées sur Kursk, donc sans avoir besoin de faire appel à la moindre force du front. Donc les Russes, en fin de compte, avaient eu suffisamment de force pour renforcer Kursk et même prendre le pas. Alors on prête à l'attaque de Kursk l'intention de prendre la centrale nucléaire de Kursk qui est ici. Alors bon, peut-être que c'était l'intention aussi cachée du gouvernement ukrainien, mais je tiens à rappeler qu'au maximum de la force ukrainienne à Kursk, ils se sont arrêtés ici, c'est-à-dire à 45 km de la centrale de Kursk. Alors bon, moi j'ai un petit doute quant au fait que c'était leur but en réalité de prendre la centrale de Kursk. Alors peut-être que c'est ça, mais je n'en suis pas sûr. Faut pas oublier encore une fois que au maximum de leur force, les Ukrainiens se sont arrêtés ici, donc à 45 km de la centrale nucléaire de Kursk, c'est-à-dire très très loin. Alors bon, bref, en tous les cas, voilà l'origine officielle. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que comme bon, ça quand même, ça ne marchait pas vraiment quant à cette offensive créée à Kursk, ça n'a pas fonctionné et en même temps, on parlait des attaques MS que Joe Biden renaclait à vouloir donner l'autorisation d'utiliser des attaques MS particulièrement sur Kursk ou en profondeur dans la Russie, mais c'était surtout pour aider Kursk. Et donc il renaclait, et tout d'un coup, un jour, on a la Corée du Sud qui dit ah, il y a des soldats nord-coréens vers Vladivostok, et on sait qu'il y a 2700 soldats nord-coréens qui se dirigent sur Kursk. Et ensuite, le Pentagone, via le New York Times, nous annonce qu'il y a 11 000, 12 000, 13 000 soldats nord-coréens à Kursk. Et à partir de là, magie, eh bien, le gouvernement de Joe Biden, avec le prétexte qu'il y aurait des soldats nord-coréens qui se battraient à Kursk, donne l'autorisation de frapper
la Russie avec des attaques MS. Donc l'Ukraine a eu cette autorisation avec comme prétexte officiel les soldats nord-coréens à Koursk, parce qu'il fallait bien un prétexte énorme pour que le gouvernement de Joe Biden donne cette explication. Évidemment, le coup des Nord-Coréens a été inventé par Washington. Washington a donné l'ordre à la Corée du Sud d'inventer cette histoire. L'Ukraine a marché avec, bien évidemment, et ça permettait d'avoir un prétexte officiel énorme, parce qu'il fallait un énorme prétexte, vu que pendant 2 ans, l'administration de Joe Biden disait non. Ça a donné le prétexte pour utiliser les attaques MS. Ensuite, les attaques MS n'ayant absolument rien fait, et que Koursk ne cessait de se réduire sur le côté ukrainien. Donc là, ça s'est réduit comme peau de chagrin. Sachant que le QG ukrainien, là, il est à Souja, hein, c'est entouré d'un rond vert ici. Et bien comme ça ramait côté ukrainien, et qu'il il perdait énormément de matériel, énormément d'hommes. Et bien là, l'excuse c'était, regardez, nous on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a tellement de soldats nord-coréens que bon, on a du mal à avancer. Voilà, c'est pas que les forces russes soient très puissantes, c'est à cause des soldats nord-coréens. Souvenez-vous, à un moment donné, les médias nous disaient qu'il y avait 100 000 soldats nord-coréens qui allaient venir sur Koursk, hein. N'oublions pas que les médias sont allés jusque-là, hein. Donc voilà le petit historique de Koursk. Et là, comme on est sur Koursk, donc on va démarrer par le nord exceptionnellement. D'habitude, je commence toujours par le sud. Donc on va parler de Koursk. Donc là, Koursk, les Russes, par rapport à la semaine dernière, n'ont pas fait d'avancée notable. Ils envoient toujours des forces sur Koursk, les Ukrainiens, mais bon, absolument rien de notable à notifier ici. Donc les lignes de front n'ont pas bougé. Alors là, ce qui est intéressant à noter, c'est que la centrale nucléaire de Smolensk, ici, donc a été touchée, a failli être touchée par un drone. C'est des drones qui ressemblent à des ULM, hein. Alors évidemment, c'est très lent, mais ça peut parcourir de grandes distances, et ça peut prendre de grosses bombes, de relativement grosses bombes. Donc ça, c'est des ULM qui, s'ils ne sont pas arrêtés, peuvent faire de gros dégâts. Alors heureusement qu'il n'y a aucune furtivité, hein, parce que c'est du pur bricolage et qu'ils sont très lents. Donc ils sont d'un autre côté très facilement stoppés. Donc la centrale nucléaire de Smolensk n'a eu aucun dégât. Voilà, voilà. Alors maintenant, toujours sur le nord, on a le front de Lipski-Vovchansk qui n'a pas bougé. Par contre, là, au nord, les Russes ont fait une avancée sur Dvorichna. Donc, ils ont pris ce village. Donc, petite avancée russe dans le nord, hein. Ça, c'est le côté région Kupiansk. Les Ukrainiens se battent bien, hein. Ils envoient pas mal de forces et ils se battent bien. Alors évidemment, soyons clairs, là où ils envoient le plus de forces, c'est sur Kursk. C'est toujours l'endroit là où ils envoient le plus de forces, et c'est l'endroit où ils se font le plus massacrer, hein, les Ukrainiens. Alors, maintenant, sur Krasny Liman, il y a eu des petites avancées, mais pas assez pour que je le note. Les Ukrainiens résistent bien ici. Pourquoi ils résistent bien? Parce que Krasny Liman est bien renforcé par les Ukrainiens. C'est assez bien fortifié aussi, tout simplement parce que Krasny Liman, comme vous le voyez avec les flèches stratégiques, après on va sur Slaviansk et Kramatorsk. Donc ça, c'est les deux plus grandes villes restantes. Donc évidemment, c'est très stratégique pour les Ukrainiens. Ils essayent de protéger ces deux villes, même si de toute manière elles tomberont, bien évidemment. Alors ici sur Tchassivyar, vous voyez qu'il y a eu une bonne avancée russe sur Tchassivyar. Alors à un moment, j'hésitais à avancer la ligne de front parce que c'était pas très confirmé, mais ça y est, c'est confirmé. Alors Tchassivyar,
On peut, on peut pas considérer qu'elle soit prise officiellement, on peut pas considérer qu'elle soit tombée, même si je l'ai entourée cette fois d'un cercle jaune pour dire que ça y est, c'est fini, c'est russe. Alors, là, les Russes ont pris complètement la ville de Tchassivial, mais ce n'est pas fini. On ne peut pas la considérer comme véritablement tombée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des forces ukrainiennes tout autour de Tchassiviar qui continuent de combattre. Alors maintenant, le grand point d'interrogation, mais c'est pourquoi? Pourquoi les forces ukrainiennes continuent de combattre sur Tchassivial au lieu de faire une retraite stratégique sur Kostiatinivka par exemple, parce que ça va être le prochain objectif russe, ou Kramatorsk. Mais bon, là, faut qu'ils choisissent. Mais le choix logique militaire, c'est de faire une retraite sur Kostiatinivka, bien évidemment, hein, puisque pour qu'il y ait une résistance ukrainienne, eh bien, il faut une ville, un village, quoi, quelque chose d'urbain pour pouvoir se cacher, se protéger. Hein, on va pas en plein champ comme ça. Donc le choix logique de retraite des Ukrainiens, ce serait Kostiatinivka pour être toujours dans une zone urbanisée. C'est ce qu'il y a de plus facile pour se défendre, pour faire des fortifications. On ne fait jamais ça en plein air comme ça, dans des champs. Bref, donc Tchassiviar, je la considère comme aux mains des Russes, mais simplement aux mains des Russes, et non pas totalement contrôlée, prise, puisque toujours beaucoup de combats, les Ukrainiens envoient toujours des forces. Alors quoi? Alors, je ne sais pas s'ils envoient vraiment des forces ou si c'est le reste des forces ukrainiennes qui sont totalement sorties de Tchassiviar et se sont mis à la périphérie pour toujours combattre. Ça n'a aucun sens, c'est complètement ridicule. N'importe quel général aurait ordonné une retraite stratégique, mais non, il continue. En vain, parce que ça n'a strictement aucun sens. Ça peut s'apparenter à du suicide. Donc là, bah, sur Toretsk, pareil, c'est comme Tchassiviar, aucun ordre de retraite. Ça combat toujours. Alors je l'ai aussi, pareil, entouré d'un rond jaune parce que ça a été pris par les Russes, mais il y a toujours énormément de combats. Il y a même encore des soldats ukrainiens, je ne sais pas, quelques dizaines peut-être, qui combattent toujours là à la périphérie nord-ouest de Toretsk. Toujours, il y a toujours des combats, au lieu de faire une retraite stratégique. Donc c'est absurde, c'est absolument absurde, mais c'est comme ça. Alors dans la région la plus importante, puisque c'est Pakrovsk, hein, n'oublions pas que les trois endroits les plus chauds du front, les plus importants, bah, c'est Tchassiviar, Toretsk et Pakrovsk, sachant que Tchassiviar est en réalité aux mains des Russes avec Toretsk, mais pas à 100%, puisque comme je l'ai dit, il reste quelques forces ukrainiennes qui résistent. Donc maintenant, on peut dire qu'il ne reste que Pakrovsk dans l'endroit le plus important du front. C'est pour ça qu'il est entouré d'un carré rouge. Alors vite fait, petit rappel, ce qui est entouré là, de jaune avec CH, ça veut dire mine à charbon. C'est les mines de charbon de haute qualité là qui ont été prises. Donc ces deux ont été prises. Il reste Oudachny qui n'est pas encore prise. Hein, donc CH pour charbon. Mais ça ne saurait tarder. Là, les Russes n'ont pas vraiment avancé là sur ce front nord, côté Pakrovsk. Hein, donc évidemment, comme c'est l'endroit le plus important du front, eh bien les Ukrainiens envoient énormément de renforts. Et il faut savoir que ce côté de Pakrovsk, il y a au moins trois lignes de front, quoi, pardon, trois lignes de défense. Principalement avec des dents de dragon et des tranchées. Il y a trois couches ici de lignes de défense et c'est pour ça que les Russes n'ont pas avancé vraiment ici. Ils ont quand même coupé la route d'approvisionnement principale ici et ils ont coupé la route ici. Mais il reste encore deux routes. Mais ces routes sont bien bombardées.
Donc on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de ravitaillement possible pour Paklovsk. Je vous rappelle que les forces russes ici ne sont plus qu'à 2,5 km de Paklovsk. Donc ici, très protégé par les Ukrainiens. Ici, un peu moins, mais bon, ça reste quand même fortifié, hein, Paklovsk. Ici, une avancée russe. Alors, donc là, ça y est, là, ils ont pris cette ville-là, donc Nadilivka, ça y est, c'est pris. Donc ils avancent, hein, ils avancent toujours. Là, ici, ben, ils ont bien avancé. Donc là, c'est à l'ouest de Koulakove. Koulakove qui, normalement, ça y est, ça c'est fini. J'avais oublié d'enlever la ligne. C'était une zone ultra stratégique. Koulakove, ça a été pris il y a un moment de cela. Et vous voyez que les Russes ont fait une assez belle avancée et ont pris pied sur Dachny ici. Alors là, vous voyez que c'est un chaudron qui est en train de se faire. Les tenailles vont se refermer. Les Russes sont en train de prendre Andriivka. Bien évidemment, ils vont y arriver. Ils vont refermer sur Kostiatynopil, bien évidemment. Et ça va faire exactement comme ce qui est arrivé à Grand Novosilka, aussi appelé Velika Novosilka. Donc, comme la plupart des médias disent Velika Novosilka, on va dire cela aussi. Donc voici le chaudron qu'il y avait encore la semaine dernière. Et vous voyez que le chaudron a été enfin complètement refermé, comme prévu, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Donc ça y est, ça a été complètement refermé. Il y a toujours des forces ukrainiennes ici, qui sont toujours en train de se battre. Il n'y a toujours pas eu d'ordre de retrait. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, ici, apparemment, dans ce chaudron-là, il y aurait encore 10 000 soldats ukrainiens en train de se battre. D'après ce qu'on lit dans les rapports de blogueurs russes, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Ça me paraît un peu beaucoup quand même, hein. Parce que les soldats ukrainiens sont pas idiots, donc si je pense qu'ils vont faire comme ils ont fait sur Koulakovier, c'est-à-dire il restait 700 soldats il y a un mois de cela, et les 700 soldats n'ayant toujours eu par ordre de se faire retraite, ils ont fui, quoi. Ils ont essayé de fuir, tout du moins. Donc là, je suppose que bon, bah, il y en a beaucoup qui vont essayer de fuir, je le suppose, et désobéir aux ordres, mais aucun ordre de retrait donné aux forces ukrainiennes. Donc là, ce chaudron-là, bah, fallait que ça soit pris par les Russes. Il était très important, un peu plus petit que celui-ci, mais important parce que les Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, soit ils vont prendre ce chapelet de petites villes, soit ils vont aller sur la mine de lithium de Shevchenko. Alors, les mines ou les terrils, c'est des endroits qui peuvent être assez bien fortifiés si on s'y prend assez tôt. Donc je ne sais pas alors, ce qu'ils vont faire. Moi je pense qu'ils vont plutôt s'attaquer au chapelet de ville parce que là ce n'est pas très stratégique comme endroit. Bon, ce n'est que mon avis, nous verrons bien. Donc vous voyez sur le front, bah, c'est assez calme pour le reste, hein. Vous voyez, il n'y a aucune épingle rouge. Donc Zaporozhye, Kherson, ça bataille toujours, hein, bien sûr. N'oublions pas que pour revenir un petit peu à Kursk, n'oublions pas que les forces qui ont été prises sur le front pour alimenter Kursk au début bah, venaient d'ici, hein, de la région d'Orirov, là où il y a eu la fameuse grande offensive ukrainienne, vous vous souvenez, qui devait piquer sur Tokmak, Melitopol et enfin la mer d'Azov. Bah, ils ont pris des forces ici, alors les meilleures forces, hein, ils les ont pris d'Orirov, et ils les ont pris aussi de la zone de Kupiansk, donc au nord, et ils les ont pris de la zone de Chassivyar. Voilà, donc ouais, ils les avaient pris aussi de la zone de Chassivyar, donc les meilleures troupes, tout ça pour alimenter Kursk, voilà, en nomme Kursk. Ce qui était complètement ridicule, puisque le plan soi-disant officiel premier du gouvernement ukrainien, c'était que ça soit les Russes qui prennent des forces du front
pour alimenter Koursk et donc affaiblir les forces russes sur le front. Et au final, c'est les Ukrainiens qui ont fait le stratagème prêté pour les Russes, c'est-à-dire qu'ils ont pris des forces du front pour alimenter Koursk. Donc c'est complètement ridicule. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur le front au 1er février 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, vous pouvez partager mes vidéos pour que cette chaîne soit mieux connue. Enfin, et toujours, soyez curieux.